Voilà, le partage d'écran est à démarrer. Je vous souhaite tous la bienvenue au nom de la Fédération française des Instituts du Sein. C'est une première pour nous. C'est la première fois qu'on fait un webinaire. Alors donc, c'est un peu informel. On a voulu qu'il soit justement assez convivial, assez informel. Et on voulait profiter de ce webinaire pour pour commencer à aborder une thématique qui nous tient tous à cœur. C'est justement la relation entre les instituts qui se sont montés un peu partout et nos établissements. Bien évidemment il y a quelque chose de l'ordre de la synergie entre les uns et les autres. Et donc, ça nous paraissait intéressant que de se mélanger un petit peu, de voir un peu comment les uns et les autres faisaient à différents endroits géographiques du territoire. Donc, rapidement, je me présente, je suis Gilles Terrasset, je suis président du réseau IRIS qui est à La Réunion et depuis un an bientôt, je suis président de la fédération. J'ai la chance d'avoir un bureau qui est absolument incroyable, dynamique et volontaire, c'est super. Rapidement, pour tout le monde sait de quoi il s'agit a priori quand il s'agit d'Institut du Sein, mais on va quand même le rappeler parce que ce webinaire a une vocation quand même à être enregistré pour être diffusé. Donc, je vais faire un peu de pédagogie rapide, je vous rassure. C'est quoi le modèle des Instituts du Sein? Essentiellement, il tourne autour du modèle de coordination du parcours, et particulièrement des parcours complexes. Et Dieu sait que les cancers sont de plus en plus complexes, et donc de ce fait justifie ce métier nouveau qu'on a vu apparaître il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qu'on a appelé la coordination. Alors c'est vrai que la coordination, elle est quand même toujours un peu en évolution. C'est un métier qui se cherche encore, bien qu'il se soit nettement encadré depuis sa création, mais il se cherche encore et nos organisations sont quand même des parfaits outils pour éprouver justement ces nouveaux métiers et voir comment ils peuvent s'intégrer dans une amélioration globale de notre soin, enfin du soin qu'on propose aux gens, et une amélioration de la qualité de notre prise en charge. Donc c'est un modèle qui a été créé, y revenir très rapidement après avec Pierre Bertrand, qui a été créé maintenant il y a 12 ou 13 ans, avec Montpellier, qui a été le premier à monter son Institut du Sein avec l'aide de Sophie Gendreau et de Sylvie Boischaud pour MovingMed. Et globalement, ces instituts ont eu vocation à mener deux projets, donc la coordination des parcours complexes et la promotion, l'intégration dans ces parcours des soins de support. Alors, les soins de support, ils sont pas nés avec la fédération ni avec les instituts, bien évidemment, mais quand même, les soins oncologiques de support ont bénéficié de l'organisation de ces parcours pour être un peu promus, et c'était le sens de l'histoire. Et la fédération, là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a coordonné ces différentes initiatives individuelles. Ça a démarré à Montpellier, ça s'est poursuivi à Bordeaux, à La Rochelle, un peu partout. En France, on est maintenant à 22 instituts de mémoire. On en intègre encore plusieurs dans l'année qui vient. Donc, c'est une fédération qui est dynamique, qui mérite en permanence d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on a décidé de la créer pour un peu réunir les énergies. Donc maintenant, le déroulé de la soirée, comment va-t-il se passer? On souhaiterait un webinaire relativement dynamique, court, pour pouvoir justement que tout le monde à la fois s'exprime et ne perde pas son temps. Donc on va rapidement revenir sur un historique de cette histoire de fédération et d'institut avec Pierre Bertrand, qui a été le premier président du MIS et premier président de la fédération, qui a fait un travail énorme. Et ensuite, on va bénéficier de différentes interventions qui vont nous permettre de voyager un peu. On va aller de Grenoble à Nîmes, puis à Bordeaux, puis à La Réunion. Et je remercie vraiment tous les intervenants qui vont apporter leur concours, leur pierre à cette construction commune. Donc, je propose de laisser tout de suite la parole à Pierre pour son petit flashback. Voilà. Merci beaucoup Gilles. Donc je me présente, je suis Pierre Bertrand, donc je suis chirurgien scénologue à Montpellier et j'ai été un des créateurs avec surtout Cécile Zinzindoué qui était à l'époque ma femme et qui était chirurgien aussi à Montpellier, hein, donc des créateurs du Montpellier Institut du Sein. Et donc, je vais vous faire un petit peu un historique bref parce que l'important, c'est plutôt maintenant de se tourner vers l'avenir. Et c'est ce qu'on fait ce soir et c'est ce que fait la fédération. Mais quand même, sur quelle base ça s'est créé?
Ça s'est créé sur la base, bon, bien sûr, de réunir autour du parcours de soins de la patiente, qui était un parcours surtout en libéral au début, qui était un parcours un peu difficile. Pour améliorer ce parcours, on a réuni tous les professionnels de santé qui s'en occupaient, bien sûr, tous les médecins qui sont dans la thérapeutique du cancer du sein, mais aussi des patientes, des médecins généralistes, des infirmières, des psychologues, des kinés. Tout le monde a participé à la création du premier institut du sein. Mais cette création n'aurait pas pu être réalisée si on n'avait pas des partenariats. Et je crois que c'est le mot principal aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on va vers ce webinaire de synergie, c'est de parler de ces partenariats. Et le premier partenariat, je dois le dire, nous, ça a été l'innovation en région, hein, avec Alter Incube et Transfert LR, qui nous a fait rencontrer Sophie Gendreau, qui est là ce soir. Et donc ces partenariats nous ont permis de construire, et ça a été long, puisque ça a été de 2008 à 2012, en 4 ans, pour construire, avant de le créer, pour construire l'idée de cet accompagnement spécifique et de ce nouveau métier dont a parlé Gilles, qui est la coordinatrice. Donc sans le partenariat d'Alter Incube et de Transfert LR dans la région Occitanie, on n'aurait pas pu créer l'Institut du sein. Mais quand on l'a créé en 2012, cet Institut du Sein, qui était le Montpellier Institut du Sein, n'aurait pas pu voir le jour sans deux partenariats importants. C'était le premier, ça a été la clinique Clémenville qui nous a accueillis et nous a aidés bien sûr financièrement au début en nous fournissant des locaux et puis nous aider aussi un peu économiquement. Donc la clinique Clémenville et Oxanté, qui est le groupe dont dépend la clinique Clémenville, a été très importante et son directeur à l'époque était Jean-Louis Bonneton. Ce soir, nous avons avec nous Claire Marguerite, qui est la directrice actuelle. Mais j'ai vu, moi, 3 directeurs depuis, et chacun a aidé le MIS, et Oxanté a aidé le MIS. Et le deuxième pilier qui nous a aidés, il faut bien le dire, c'est l'ARS aussi, parce qu'on a eu une écoute favorable de l'ARS qui nous a permis de répondre à des appels à projets. Et économiquement, ça a été très, très bénéfique pour mettre en place ce réseau. C'est un réseau, bien sûr, qui est un accompagnement au plus près de la patiente, hein, et donc, ça nécessite une synergie, justement, avec les cliniques, parce qu'il y a une hospitalisation, parce qu'il y a des hospitalisations de jour, on va le voir avec les différentes présentations, et cette synergie est importante. Donc, une fois le MIS créé, il a bien fait des émules, et on est là, et Gilles est là, puisqu'il a été un des premiers aussi à La Réunion, après La Rochelle, après Bastia, après Bordeaux. Voilà, maintenant on a on a une fédération qui a été créée maintenant en 2019, hein, donc il y a maintenant euh, 4 ans, 5 ans, 5 ans. Voilà. Voilà. Et donc cette fédération permet des projets comme ce soir, des projets de se réunir autour d'un thème commun. Et je vais pas être plus long que ça et souhaiter un bon webinaire à tout le monde. Donc Gilles, je te repasse la parole. Merci Pierre. Merci Pierre, il est excellent chirurgien pour les maths. Alors donc 2019 à 2025, c'est 6 ans. Voilà, 6 ans, c'est merci. 6 ans. 6 ans. Mais donc voilà, mais c'est la 6e année, c'est incroyable parce qu'entre-temps, il y a eu quand même le Covid qui a quand même marqué un gros temps d'arrêt pour tout le monde, y compris pour la fédération. Et donc en peu d'années, ça a été quand même très dynamique. Alors je sais pas si pour François, si ta collègue est Non, arrivée? non, Non? si on peut Parce que ce il va. que je propose, c'est qu'on va patienter. Il n'y a aucun problème, François. Peut-être essayer de lui envoyer un petit message. Mais on va passer peut-être à la deuxième présentation avant la première. Nîmes de Éric Le Gouff, qui est à la fois président de Diane et à la fois trésorier de la fédération. Et, euh, et Eric, bah, écoute, je vais te laisser la parole pour que tu nous donnes un peu ton éclairage sur ce qu'un institut du sein peut apporter en termes d'expertise, d'image et d'attractivité pour son établissement. Tu as la parole. Merci Gilles, merci à tous d'être là. Oui, je crois que c'était important. Donc, on a fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a pris exemple sur Pierre et Cécile et on a créé le Diane en 2017. Et l'idée, c'était un peu de créer un réseau d'experts. C'est-à-dire que c'est au départ les médecins, oncologues, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes qui ont voulu se réunir pour donner plus de visibilité et de pertinence à leur prise en charge. Et on constate que bah, on est toujours sur des prises en charge un petit peu disséminées, puisqu'il y a la prise en charge par le radiologue, puis après au cabinet du gynécologue, puis après à la clinique pour la chirurgie, puis après avec l'oncologie, la radiothérapie, etc.
En même temps, il y avait une demande des établissements, une proposition des établissements de faire un centre d'expertise du cancer de la femme. Donc au début, on était un petit peu sur deux projets différents. Et puis avec le soutien de MovingMed, on a réussi à proposer un projet commun. L'idée, c'était de réunir toutes les expertises donc, qui vont à la fois sur le côté médical, mais aussi sur le côté prise en charge par les établissements de santé, prise en charge par les paramédicaux. Et donc, on a réussi à monter un projet où les établissements sont impliqués d'emblée sur la création de l'Institut du Sein. C'est-à-dire qu'ils font partie des membres de l'Assemblée générale de l'Institut du Sein de Diane au sein du Gard. Ils ont mis, ben, comme à Montpellier, à disposition des locaux. Ils ont financé les coordinatrices de parcours, ce qui est quelque chose qui est énorme parce que c'est vraiment le coût principal de l'Institut du Sein, c'est d'avoir des coordinatrices de parcours qui vont pouvoir faire le lien avec tous les patients et avec tous les professionnels de santé. Et donc, à partir de là, on a pu avoir une dynamique où on a 400 nouveaux cancers du sein, un peu plus de 400 nouveaux cancers du sein par an. Et il y a plus de la moitié des patients qui sont inclus chaque année dans le réseau. Donc, au fur et à mesure, ben, en 8 ans, ça fait plusieurs milliers de patients qui ont été intégrés dans Diane et donc pour qui on a organisé le suivi. Alors, quel intérêt ça a? Ben, ça a un intérêt sur la qualité de la prise en charge, parce que ça stimule les échanges. On a fait des formations avec les kinés. Donc aujourd'hui, moi, je sais ce que c'est qu'un kiné qui s'occupe du cancer du sein. On a fait des formations sur les soins de support. On a fait des formations, on a échangé quand on fait nos journées. Moi, je fais une présentation sur ce qui me paraît banal. Et je trouve extraordinaire ce que font les autres. Mais en fait, c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous une expertise et on la partage, ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait un peu plus comment chacun fonctionne. Et ça a permis aussi de dynamiser tout ce qui est soins de support, parce qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est que le sport adapté, on sait ce que c'est que le Qigong ou la méditation, etc. Alors qu'avant, c'est une chose qu'on ne maîtrisait pas du tout. Et en fait, cette amélioration du niveau d'expertise, ça crée une image aujourd'hui. Et quand on a travaillé sur les réseaux sociaux, sur les pages Internet, etc., et aujourd'hui, tout le monde, quand on a un cancer du sein à Nîmes ou dans le Gard, on sait ce que c'est Diane. Il y a même des patientes qui n'ont pas de cancer qui viennent voir un peu ce qui se passe chez Diane. Et du coup, ça permet de créer une attractivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une patiente qui allait il y a 10 ans dans un cabinet de radiologie, ben, le radiologue disait, vous avez un cancer du sein, il faut aller voir le chirurgien, vous voyez votre médecin traitant. Aujourd'hui, le radiologue qui va accueillir une patiente, qui va lui faire une constatation d'annonce de cancer du sein, déjà, elle connaît bien les chirurgiens, elle connaît bien les oncologues, elle connaît bien les réseaux, elle connaît les établissements. Elle va lui remettre la plaquette de Diane en disant, vous pouvez prendre rendez-vous à la polyclinique avec tel chirurgien ou tel chirurgien. Et donc, du coup, on crée une dynamique en fait, entre nous dans notre réseau. Ce qui fait que tout le monde est gagnant dans le système. Le patient en premier, parce qu'il va pouvoir être pris en charge par un réseau d'experts. Et tous les gens qui sont dans le réseau sont des experts. Et puis, bah, nous, parce que du coup, on va améliorer nos interactions au-delà des RCP qu'on faisait déjà. Et puis aussi les établissements de santé, parce qu'on va du coup pouvoir montrer qu'on a une expertise aussi dans cette prise en charge. Et aujourd'hui, quand on a mis en place des HDJ, par exemple, en pré-chirurgical à la polyclinique avant la chirurgie, bah, il y a la prise en charge qui est faite par une anesthésiste, mais aussi par la coordinatrice de parcours, la kiné, et tous les professionnels, la diététicienne, la psychologue. Et déjà, du coup, on n'a pas encore le diagnostic, qu'on a déjà la prise en charge dans le réseau. On a le début de la prise en charge, on a encore la prise en charge avec le réseau. Et une fois qu'on aura fini les prises en charge, on travaille sur l'après-cancer, sur les HDJ qui vont être l'évaluation des fragilités. Et ça continue à s'intégrer avec le réseau, ce qui fait que les infirmières qui étaient des infirmières des établissements qui s'occupaient des consultations de thérapie orale, des HDJ, des fragilités, etc. Elles sont devenues aussi des membres de Diane parce qu'il y a une interaction entre les coordinatrices de parcours qui vont suivre la patiente, les paramédicaux de l'établissement et le suivi qu'on mettra en place en ville. Donc je pense que on a vraiment, avec le temps, renforcé cette dynamique et on s'aperçoit aujourd'hui que bah, ça reste concurrentiel sur la prise en charge du cancer, mais que notre niveau d'expertise fait qu'on continue à avoir un recrutement qui est important et qu'on peut être, ben, les patientes, elles savent que Diane existe et du coup, ça permet, je pense, de répondre aux trois aux trois questions qu'on avait, qui étaient l'expertise, parce que ça, on l'a démontré qu'on a développé, l'image, parce qu'aujourd'hui, c'est connu, et l'attractivité, ben, je crois que derrière, Grenoble pourra nous montrer un petit peu l'augmentation des chiffres qu'on peut avoir grâce à l'attractivité qu'on crée. Voilà. Si j'ai des questions, je suis à votre disposition. Je
te remercie, Eric, beaucoup. Ce qu'on avait pensé avec Julie, c'était de faire peut-être l'ensemble des présentations et peut-être après de faire une circulation de la parole un peu plus libre à la lumière de tout ce qui aura été dit. Je retiens quand même des mots extrêmement intéressants dans ce que tu as exprimé, Eric, et notamment ce qui nous a tous unis à un moment, c'est effectivement quelque part assumer une forme d'expertise. Et assumer, c'est pas si facile parce que bon, on a tous l'impression d'être des bons professionnels, mais il y a un moment, quelque part, se confronter aux membres d'un réseau, ça veut dire assumer aussi que bah oui, on est des bons professionnels, mais on est peut-être un peu plus que cela, puisque le fait d'arriver à parler ensemble et d'arriver à faire front commun pour une meilleure prise en charge, ben, je pense que c'est un plus. C'est un plus qui bénéficie à tous, qui bénéficie d'abord aux patientes, aux intervenants eux-mêmes et en l'occurrence aux établissements. Je propose qu'on enchaîne éventuellement avec la troisième intervention, peut-être, avant de, je fais toujours, j'attends toujours le petit froncement de sourcil de mon ami François. Mais tant que j'ai pas le froncement de sourcil, j'enchaîne et on va passer la parole à Bordeaux, à Hortense, Ok. bah, je te laisse, je t'en prie la parole pour aborder ton thème Alors, moi aussi, j'ai qui n'est- mon directeur d'établissement qui a un petit souci de dernière minute. Il va essayer de se connecter, mais il a eu un petit problème de santé là, donc il est ah, chez le médecin et il devrait nous rejoindre. J'espère qu'il va pouvoir. Mais je vais pouvoir vous parler un petit peu de notre particularité. Je rejoins tout à fait Eric sur tout ce qu'il a dit et je trouve qu'il a bien résumé la philosophie des instituts. Alors nous, à Bordeaux, on a développé un concept un peu original qui est celui de la patiente partenaire, donc ou le patient expert, comme c'était appelé autrefois, qui était développé surtout en psychiatrie et en diabéto. Et donc, je vous raconte un peu l'historique parce qu'en fait, ça va reprendre un petit peu le cheminement de là où on est aujourd'hui. Au départ, c'est une patiente que je suis pour un cancer du sein qui me parle de son désir de faire un DU de patiente partenaire, patiente experte à Paris-Sorbonne Santé. De toute façon, elle est décidée. Elle veut juste me demander si elle peut faire un stage chez moi dans le service. Et à l'époque, on venait juste de monter l'ISA, donc l'Institut du sein d'Aquitaine. Eh ben, je lui propose du coup de plutôt faire le stage chez Lisa. On venait de débuter depuis une petite année. Donc, on avait notre coordinatrice de parcours qui s'appelle Chloé. Et je lui dis, ben, venez faire le stage chez Lisa. Et puis, au cours de ce stage, on a trouvé que c'était quand même super intéressant d'avoir une patiente partenaire. Elle a commencé à s'intégrer assez facilement dans le parcours de soins spécialisés qu'on avait mis en place. Et donc, on en a discuté entre nous, entre médecins, chirurgiens, etc., en se disant, est-ce que ça serait pas intéressant qu'on la garde? Et dans un premier temps, on avait surtout pensé pour les patientes dites à risque, c'est-à-dire les patientes qui étaient rebelles à la prise en charge ou qui posaient des problèmes avec les soignants. Enfin, on pensait que c'était plutôt pour nous aider dans nos prises en charge difficiles. Et donc, tout le monde était d'accord pour garder Sabine. Et donc là, le concept a été un petit peu innovant parce qu'on a décidé de la salarier, donc de la professionnaliser, ce qui est quelque chose qui était un peu nouveau, qui est même très nouveau parce que je pense qu'en France, il y a très peu de patients partenaires salariés. Et donc, c'était un choix de notre part parce que l'idée, c'était de l'intégrer de façon totale et globale dans le parcours de soins LISA. Donc, il fallait qu'elle soit un acteur à part entière et donc un professionnel à part entière. On a décidé de prérequis pour cette professionnalisation. Il fallait bien évidemment qu'elle soit diplômée de son DU. Bon, elle l'était déjà, mais enfin, c'était un critère pour moi absolument nécessaire, indispensable. Il fallait qu'elle ait une régulation avec sa psychologue, hein, donc elle était déjà suivie. Donc on a dit qu'il fallait qu'elle maintienne cette régulation.
Et puis, on a fait une immersion avec tous les professionnels de santé de tout le parcours, comme on avait fait pour la coordinatrice de parcours. Donc, c'était Movingmed qui nous avait compagnonné à l'époque sur le sujet. Donc, tu es passé au bloc opératoire, en anapath, en radio, chez les oncomèdes, chez les radiothérapeutes, chez les chirurgiens, etc. Donc, la patiente partenaire a fait pareil. Et puis finalement, alors qu'on pensait qu'elle allait s'occuper des patientes rebelles ou des patientes en refus de soins, et bien finalement, elle s'est petit à petit intégrée et presque, c'est pas venu d'elle, c'est plutôt venu des soignants, à savoir que on a proposé la patiente partenaire à un peu toutes les patientes. Et toutes les patientes, en fait, surtout parce qu'on a vite eu un retour que toutes les patientes en tiraient un bénéfice positif. Enfin, un bénéfice positif, c'est redondant, enfin, en tiraient bénéfice. Donc, ça a été assez intéressant. On a commencé à communiquer sur le sujet et l'ARS Nouvelle-Aquitaine s'est intéressée à notre modèle, donc de patiente partenaire professionnelle et dédiée à l'ensemble du parcours de soins de cancer du sein. Et donc, l'ARS Nouvelle-Aquitaine nous a contactés car elle avait l'intention de créer un appel à projet en Nouvelle-Aquitaine pour déployer notre modèle à l'ensemble des établissements de soins qui prenaient en charge le cancer du sein ou le cancer de façon globale. Donc, on a monté ce modèle, on a discuté avec l'ARS et on a monté l'appel à projet, enfin, ils ont monté l'appel à projet en s'inspirant de notre modèle et donc on les a un petit peu guidés dans ce qu'on avait fait et la façon dont on voyait les choses. Et lors de cet appel à projet, enfin, lors des discussions avec l'ARS, ils nous ont demandé s'il fallait que la patiente partenaire soit salariée de l'association ou d'un établissement de soins. Et alors là, moi, je me suis trouvée un petit peu en porte-à-faux et du coup, on a tranché en disant que c'était plutôt intéressant qu'elle soit salariée d'un établissement de soins parce que j'avais peur, alors, je ne sais pas comment le dire de façon politiquement correcte, mais l'idée, c'était que ça ne soit pas une patiente partenaire qui soit dans une association de patientes ou une association comme la Ligue. Enfin, on voulait que vraiment, ça soit la patiente partenaire soit la professionnelle d'un parcours de soins, d'un réel parcours de soins, et pas affiliée à une association externe à une prise en charge médico-chirurgicale. Du coup, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a lancé le projet. Il y a, je crois, une vingtaine d'établissements en Nouvelle-Aquitaine qui ont répondu et qui ont été retenus, dont nous, du coup, ça paraissait, enfin, ça aurait été étonnant qu'on n'ait pas été retenus. Donc, du coup, Sabine est passée de salariée de l'association à salariée de la clinique. Et donc, la moitié du salaire de Sabine est portée depuis 3 ans. C'est une expérimentation qui a été menée pendant 3 ans et qui, là, est renouvelée pour 3 ans supplémentaires. Donc, la moitié de son salaire est portée par un financement de l'ARS et l'autre moitié est portée par la clinique. Donc, la clinique finance depuis presque 4 ans maintenant la moitié de son salaire. Donc, c'est quand même un gros support de la part de la clinique Tivoli. Et du coup, ça a aussi changé des choses puisque maintenant, elle est encore plus intégrée dans le parcours de soins. Et ça a changé des choses, pas tant pour les patientes, mais ça a changé beaucoup des choses pour les soignantes. C'est-à-dire que l'intrication entre Sabine et les soignants est extrêmement forte. Ça l'était déjà pour les chirurgiens et les médecins qui avaient vite chopé les bénéfices à avoir une patiente en recours au sortir de consultations, voilà, des fois compliquées et tout au long du parcours quand il y en avait besoin. Mais ça a énormément resserré les liens de Sabine avec les infirmières, les manipulatrices, les aides-soignantes, les secrétaires médicales, où il y a vraiment des échanges et des transferts de compétences, des échanges de compétences, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent transvaser d'une personne à une autre, à savoir que au départ, les soignants, certains soignants, notamment psychologues ou infirmières, avaient éventuellement des réticences ou des freins
à faire rentrer Sabine dans le parcours de soins et c'est devenu l'inverse. Il y a eu énormément d'échanges et des bienfaits avec, je pense, une diminution du niveau de stress pour les soignants. Ça nous a permis également, et ça c'est super intéressant à l'échelle d'un établissement, de co-construire des procédures de soins avec une patiente partenaire. C'est-à-dire comment, quand on fait une procédure de prise en charge, la gestion de la douleur post-op, là on est en train de faire repérage des addictions lors de diagnostic de cancer du sein, addiction à la cigarette et à l'alcool. Donc, on rédige des procédures et à chaque fois, ou des process, et à chaque fois, on demande à Sabine de venir, je suis désolée, j'ai dépassé un peu le temps, je vais conclure, de venir regarder comment on rédige et elle apporte toujours quelque chose de supplémentaire. Pour finir, le troisième point concernant l'établissement, on a eu la certification, les inspecteurs de la certification qui sont passés au mois de mars. Donc, Sabine a participé à un certain nombre de réunions et les inspecteurs ont été extrêmement, mais vraiment extrêmement sensibles au fait que l'on ait intégré des patients dans nos parcours, que l'on professionnalise et que l'on salarie une patiente. Les inspecteurs ont été extrêmement sensibles. Pour eux, la démocratie en santé, bon, c'est des sujets qui sont extrêmement, auxquels ils sont extrêmement sensibles. Et probablement, donc là, on n'a pas reçu le rapport définitif, ce sont des critères, ce sont des paramètres tels que la patiente partenaire qui peuvent faire basculer un établissement dans un établissement certifié en haute qualité de soins. Voilà. Ça, c'était les bienfaits auprès de l'établissement de santé, les bienfaits auprès des patientes, évidemment, et les bienfaits auprès des professionnels. Après, je voulais conclure sur 2 points faibles qui sont comment intégrer une patiente partenaire dans un parcours de soins comme les instituts. Bah, c'est le financement, comment on finance, ça c'est toujours la problématique. Donc, il y a une piste en Nouvelle-Aquitaine qui a été effleurée par le directeur de l'ARS qui serait éventuellement de la considérer comme un soin de support à l'intérieur d'un HDJ. Et donc, elle pourrait être facturée en tant que soin de support comme la kiné, la sophro, la sexo, ou enfin la sophro, non, je vous dis une bêtise, la psycho, etc. Et puis le deuxième point faible, c'est le choix de la personne, parce que ça reste très délicat. On en a parlé souvent lors des journées de la fédération, parce que c'est quand même très compliqué. Nous, on a eu 2 patientes partenaires, Sabine, qui est une ancienne professionnelle de santé, ça rentre en ligne de compte, et une autre avec qui ça s'est moins bien passé, c'était moins fluide, moins évident. Voilà, mais en tout cas, c'est une belle expérience. J'ai un petit peu dépassé Gilles, je suis désolée. Ça ira, t'inquiète pas. Si on n'a que ça comme grief entre toi et moi, c'est que ça ira bien. Non, non, je te remercie beaucoup, Hortense. C'était très clair. Moi, ce que je retiens de ton intervention, c'est à quel point ces organisations que nous avons développées ces dernières années sont à la pointe de quelque chose. Alors, la question est, comme tu l'as souligné, hein, c'est pas sans soulever de la complexité. Il peut y avoir de l'adhésion, il peut y avoir de la résistance, mais c'est pas de ça dont on parle. Oui, il y a de l'adhésion des fois, oui, il y a de la résistance, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces process, ils bougent, ils sont mobiles, ils sont évolutifs, ils sont souvent en avance sur les recommandations et sur le temps. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Ça fait globalement comme nous tous, enfin, ça fait plusieurs décennies maintenant que je pratique ce métier. Et avant ces instituts-là, j'avais rien vu d'aussi innovant dans l'organisationnel. Et on sait que l'organisation des soins sera sûrement l'enjeu des années qui viennent. Donc ça, je trouve ça très intéressant ce que tu as développé. Et j'espère que ça va susciter tout à l'heure quelques questions. Je vois que maintenant l'équipe de Grenoble est au complet. Est au complet. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents. Je vais vous donner la parole pour aborder avec nous un peu de chiffres et notamment le bénéfice que vous avez pu voir, Madame Brochier-Montbrun et bien sûr François Desmond, qui est président de l'Institut Alpin du Sein et membre du bureau de la fédération, sur qui vraiment on peut compter à chaque fois. C'est un personnage clé. Et donc, bah, je vous remercie tous les deux de votre intervention et je vous laisse la parole pour nous parler un peu de sous. Merci Gilles, merci beaucoup. Euh,
Donc, je suis président de l'Institut Alpin du Sein qu'on a créé en 2021, qui est installé au sein de la clinique Beldon, qui est à Saint-Martin-d'Hères, à côté de Grenoble. Je remercie Madame Brochet-Montbrun de nous avoir donné du temps pour préparer et pour être là ce soir. Je vais vous parler de l'organisation et de la mise en place de notre hôpital de jour, qu'on appelle Oncobel au sein de la clinique, qu'on a mis en place presque en même temps que l'Institut du Sein et qui est en collaboration constante avec l'Institut du Sein. Il y a beaucoup d'échanges entre les intervenants de l'hôpital de jour et les intervenants de l'Institut. Je veux bien que tu passes à la suivante. Le, le- L'hôpital de jour, l'hospitalisation de jour a été mise en place au départ. Je l'avais demandé parce que c'est à l'issue d'une visio que j'avais vue qui était faite par Jean-Marc Classe à Nantes sur un protocole de chimiothérapie néoadjuvante. Et vu la complexité de ces parcours pour les patientes, je m'étais dit, on a des cardiologues chez nous, on a des radiologues chez nous, il faut poser un clip, il faut une consulte cardio, il faut une consulte d'anesthésie avant de poser un porte-à-4. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'organiser tout ça sur un seul moment, mais on a des soins qui sont parfois traumatisants, perturbants pour les patients parce qu'il y a une atteinte physique. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer de mélanger un geste médical et une consultation d'accompagnement? Et il se retrouve qu'à la clinique, des sages-femmes font de l'acupuncture, on a une socio-esthéticienne qui est dans l'institut et qui est à la clinique, on a des psychologues, il y a une diététicienne. euh, la ressource existait à la clinique. Donc, on a mis en place un hôpital de jour qui, au départ, était fait pour accompagner ces patientes qui allaient avoir une chimiothérapie néoadjuvante, ou après, on l'a augmenté pour les patientes on l'a proposé pour les patientes qui devaient subir une mastectomie avec ou sans reconstruction. Et les choses se sont fait progressivement. Et maintenant, depuis l'année dernière, toutes les patientes qui vont être prises en charge parce qu'on est une clinique chirurgicale, chirurgicalement d'un cancer du sein, bénéficie, si elle le souhaite, d'une demi-journée en hôpital de jour. Cette demi-journée, elle est faite le mardi ou le jeudi. On a 2 demi-journées par semaine et chaque demi-journée peut accueillir 5 patientes au maximum. On peut passer à la slide suivante. Donc, voilà un peu le parcours d'une patiente. Ça se déroule sur une demi-journée. La consultation du chirurgien, c'est nous. Euh, c'est celui que les patientes attendent le plus souvent. Tous les autres, ça roule, c'est bien organisé. Et le retour global des patientes, c'est on est chouchouté, elles ont un petit repas, tout est bien organisé. Tout se passe très bien parce que on a réussi à obtenir en même temps que ces soins cliniques, ces actes de pose de clip, de choses comme ça, euh, un- 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 une attention pour la patiente par la socio-esthéticienne, par une consultation de la psychologue. Et tout ça, c'est très important. Et la clinique nous a permis de garder ces soins de support en association avec les consultations. Je veux bien la slide suivante. Alors, ces slides étaient préparés pour présenter l'HDJ, mais euh, l'HDJ chez nous, c'est devenu quelque chose qui est indispensable pour accompagner les patientes. On a la chance de pouvoir le faire pour toutes les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Nous n'avons que des retours positifs, parfois des remarques qui pourraient nous faire changer notre stratégie, mais en tout cas, jamais une remise en cause de la part des patientes. Alors après, j'ai conscience que cette organisation nécessite du personnel, nécessite administrativement sans doute un coût. Et donc là, Madame Brochier-Montbrun va vous parler un peu de l'aspect financier de l'hospitalisation de jour. Je vous laisse la parole. Oui, alors moi, en une slide, je vous parle essentiellement de ce qui se passe à la clinique Beldon et sur l'aspect financier, par exemple, sur l'année, j'ai mis des chiffres pour que vous vous rendiez compte, c'est l'année 2024, on a eu 268 séjours, donc patientes qui ont été prises en charge sur l'HDJ, donc Oncobel. Ça nous a généré évidemment un CAGHS de 134 000 euros et on a un GHS moyen de 501 euros. 31, mais je vais passer les virgules.
Mais pour tout ça, il faut, OK, ça nous génère un CAGHS, mais il y a du personnel qui est dédié. Spécifiquement pour l'Oncobel, ça représente environ 2 ETP. Je vous ai mis le détail. Ce que j'ai mis en jaune, c'est le personnel qui, de toute façon, est dans la prise en charge classique. Pour avoir un forfait, il y a deux forfaits. Il y a un forfait avec 3 intervenants et un forfait avec 4 intervenants. Nous, on est sur 4 intervenants. C'est le forfait le plus élevé. Et donc, systématiquement, donc, il y a l'IDE de parcours, il y a la psycho, la diète et la consultation. Ça nous fait nos 4 intervenants qui nous déclenchent ce fameux forfait à 501 €. C'est pour ça que j'ai mis en jaune parce que ça, c'est le systématique. Et en plus, effectivement, à la clinique Beldon, on a une socio-esthéticienne qui est recrutée à la clinique, donc qui permet d'apporter un peu de réconfort ou de confort parmi tout ce parcours qui est un peu quand même lourd, enfin qui est en termes psychologiquement, la maladie. Et on a une assistante sociale aussi qui peut intervenir, ça c'est plus à la demande de la patiente si toutefois il y a après une prise en charge par rapport soit à une perte d'emploi ou en tout cas des baisses de revenus, etc. Donc tout ça, vous pouvez voir que je vais associer les coûts de masse salariale chargée pour que vous vous rendiez compte que, en fin de compte, on n'est pas, on recherche pas à être excédentaire, on recherche surtout le point d'équilibre. Et nous, aujourd'hui, notre point d'équilibre, il faut 246 patientes, enfin séjours, et nous, ça nous permet de tenir notre équilibre financier sur l'organisation de l'HDJ Oncobel. Donc, ce qu'on voit, nous, surtout derrière, c'est la prise en charge. Enfin, ce qui est important pour nous, c'est la prise en charge globale de la patiente, comme l'a dit M. Desmond. Et puis, ça nous amène un intérêt aussi, c'est un intérêt sur la file active de la chirurgie, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a tout l'avant-chirurgie où les patientes passent par cette demi-journée. Il y a un intérêt aussi parce que derrière, on a une orientation vers l'Institut alpin du sein. Mais encore une fois, ça reste l'intérêt, c'est ce qu'on apporte aux patients, c'est-à-dire cette prise en charge globale de parcours en scénologie, avec la diminution du stress préopératoire, parce qu'il y a une meilleure connaissance du parcours de soins. Voilà, et ça, c'est vraiment c'est vraiment dépendant, cet aspect financier, il est dépendant de l'organisation qui est mise en place dans chaque structure. Nous, on est sur 2 demi-journées par semaine. 5 patientes par demi-journée. Et donc voilà, nous, notre point d'équilibre, il est atteint. Et je sais que j'ai fait un point sur le démarrage de l'année 2025. C'est pareil, c'est une année où on voit qu'il y a de plus en plus de patientes qui sont adressées et pour lesquelles, quand la HDJ est proposée, adhèrent à ce parcours-là. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur l'aspect financier. Voilà comment nous sur la clinique, c'est pas une recherche d'excédent, c'est surtout de pas d'être à l'équilibre. Si je peux rajouter, on a aussi les sages-femmes qui font des séances d'acupuncture dans l'HDJ. Maintenant, l'HDJ est devenu quasiment indispensable parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les patientes, pour celles qui n'ont pas une mastectomie avec reconstruction ou quelques patientes qui bénéficient d'une mastectomie qui sont quand même en ambulatoire, pour les patientes en ambulatoire, l'explication du parcours qui est fait par l'infirmière qui accueille les patientes en HDJ simplifie le parcours de la patiente lors de sa journée d'hospitalisation pour sa prise en charge au niveau de la tumeur. Donc, au début, je me disais, c'est peut-être un peu beaucoup que demander une HDJ systématique pour toutes les patientes. Et en fait, on se rend compte avec le recul, je me suis rendu compte, parce que moi, j'étais peut-être celui qui croyait le moins, que c'est quand même bénéfique pour toutes les patientes. Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos attentes. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, vous voyez, c'est la preuve. Enfin, pour moi, je le savais déjà. Enfin, c'est la preuve que de parler de chiffres, c'est pas rébarbatif. Au contraire, ça met quand même l'accent sur, voilà, sur aussi le nerf de la guerre, bien sûr, mais aussi, il y a pas que de l'idéal, il y a aussi de la contrainte dans nos projets. Et cette contrainte, elle est financière. Je vous remercie à tous les deux. Euh, Moi, ce que je retiens de votre présentation, surtout dans les propos de Madame Brochier-Montbrun, c'est qu'effectivement, la question n'est pas la question du profit. C'est vraiment pas la question du profit. La question qui nous anime tous, j'espère,
j'espère, c'est la question de la mise au service. Mm. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire mieux? Comment est-ce qu'on peut... Alors, bien évidemment, pour faire mieux, et je sais que c'est un des credos essentiels de Luc Triboulet qui va prendre la parole après, c'est qu'il est toujours volontaire. Je peux en témoigner depuis plusieurs années maintenant. Il est toujours volontaire pour partir sur des projets. Simplement, effectivement, la recherche essentielle, c'est la recherche du point d'équilibre. Parce qu'il se trouve qu'on n'est pas des, enfin, on est soumis à des contraintes financières et peut-être vous encore plus que nous. Et donc voilà, et donc il s'agit effectivement de mettre les uns et les autres autour d'une même table pour aller dans un sens commun. En tout cas, je salue votre présentation à la fois claire et pertinente. La dernière intervention, bah, c'est justement Luc qui va la présenter. Je rajouterai sûrement un petit mot après. Luc Triboulet, auquel je vais donner la parole depuis La Réunion, qui a eu la gentillesse de prendre la parole un peu tardivement, qui va nous parler de sa vision, sous forme de témoignage, de voilà, comment il a vu l'arrivée du réseau Iris, de l'Institut du Sein, au sein de son établissement. En quoi cette histoire de parcours coordonné change un peu les choses et peut-être est précurseur d'un avenir différent. Luc, je te laisse le soin de prendre la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, Luc Triboulet, je suis le directeur de la clinique Sainte-Clotilde, donc à Saint-Denis de la Réunion. Et donc, je fais partie du groupe, la clinique Sainte-Clotilde fait partie du groupe Clinifutur. Donc, il y a plusieurs établissements sur l'île de la Réunion. Et donc, notre réseau donc, que préside Gilles Carasset, le réseau IRIS, qui est un cancer du sein, mais sur toute la gynéco, hein, sur tout le champ de la gynéco, est ouvert aussi à d'autres établissements. Il n'y a pas que la clinique Sainte-Clotilde, il y a d'autres cliniques du groupe, notamment la clinique Les Orchidées, qui a un plus faible volume, mais dont les patientes peuvent également intégrer le parcours. À l'origine, en fait, il y avait déjà une histoire sur la clinique, comme on a toutes les modalités de prise en charge, c'est-à-dire qu'on a la radiothérapie sur place, l'oncologie médicale, les soins palliatifs, donc toute la chaîne. Il y avait déjà des connexions très fortes entre les différents professionnels qui œuvrent pour la prise en charge des patientes en cancéro-gynéco. Euh, il y avait quand même un certain nombre d'éléments extérieurs, je dirais, au groupe Clinifutur, notamment la NAPAT, qui était faite au CHU, et puis la médecine nucléaire. Donc, il y avait ce besoin quand même de coordonner un peu tous les professionnels autour de la prise en charge. Et l'initiative, donc, elle est venue des chirurgiens, hein, principalement, Gilles en premier, d'aller dans cette idée de créer un institut gynéco pour nos patientes. Et ça a permis tout de suite, nous, côté direction, donc nous on a accompagné, on a notamment financé l'accompagnement de MovingMed pour aider à structurer les choses. Et on a tout de suite vu l'importance de l'initiative qui venait des médecins sur le parcours de coordination. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que souvent, quand on est directeur, on nous renvoie la balle sur cette partie coordination en nous disant bah, c'est à vous l'établissement, c'est à vous le directeur de faire que les choses soient coordonnées. Et on se retrouve à essayer nous-mêmes de mettre en place des fonctionnements sur lesquels on peut assez facilement après être critiqué parce qu'on a du mal à avoir l'adhésion. Alors moi, j'ai une comparaison, par exemple, possible avec la partie bariatrique, où on a une activité de chirurgie bariatrique, où là aussi, la coordination est très importante, là aussi, le parcours est très important, là aussi, on a mis des infirmières de coordination, on a également des patients experts, là, dont on parlait tout à l'heure. Donc, on retrouve des similitudes, mais là, c'est l'établissement qui a dû mettre en place, structurer, et on voit que c'est beaucoup plus difficile du coup d'en Il est assez figé. des professionnels. Ah,
sais pas si vous entendez comme moi, c'est-à-dire mal. Et a permis. Luc, Oui. ouais. Tu peux recommencer ta dernière phrase, parce que t'as été figé et on est embêté parce qu'on boit tes paroles depuis tout à l'heure. Mais là, on est un peu sec. Voilà, donc je disais, c'est la différence par rapport à la partie bariatrique, sur Ouais. lequel, donc, du coup, sur la partie cancéro-gynéco, on a vu la motivation et l'élan qui venait des médecins, et on s'est dit, bah, il faut l'encourager. Et donc, au niveau de l'établissement, on a essayé d'encourager, et il y a vraiment une prise en main, l'association qui se monte, tout le réseau qui se met en place, la recherche de partenaires, ce qui a été évoqué tout à l'heure dans les autres interventions, le souci évidemment d'attractivité des patientes, etc. Et puis cette confrontation aussi, cette prise en main des choses qui fait que finalement, et tu l'as exprimé tout à l'heure, Gilles, vous vous souciez sans doute un peu plus des aspects financiers pour l'établissement, plutôt que si jamais c'était à l'établissement de monter les choses, et puis ah bah, ils n'en mettent jamais assez, on n'a pas ce qu'on veut, etc. Et il y a une prise de conscience en fait de l'ensemble des partenaires de dire, bah oui, on aimerait faire de la qualité, mais ça a un coût, la qualité. Il va falloir des professionnels, il va falloir du temps. Et comment on va le financer? Et on peut y réfléchir ensemble. Et d'ailleurs, l'idée qui a été mise en place à Grenoble est très intéressante, et voilà, est une piste en effet pour financer les professionnels. Voilà, ensuite, je dirais juste, ça c'est le vécu de ce côté-là. Ensuite, il y a le vécu côté, et ça a été dit aussi par un autre intervenant, sur le patient expert et l'image que ça véhicule auprès de l'ARS. C'est que je pense que ces parcours coordonnés, on n'en est qu'au début. On va en manger, nous, directeurs d'établissement. On va en avoir dans plein d'autres domaines, et on va nous attendre dessus. Donc, cette expérience-là, elle est très riche pour nous parce qu'elle permet de voir comment on peut essayer de structurer dans d'autres domaines sur la même manière. Et je reprends la récente circulaire du 3C, de l'organisation des 3C, dont deux objectifs ont été fixés. Un but, améliorer la coordination des professionnels. Et deuxième objectif, suivre et améliorer, quoi, faire monter en charge et en qualité la démarche qualité dans l'organisation des parcours. Donc on nous parle parcours, on nous parle coordination des professionnels. Et en fait, c'est ce qu'on fait déjà à petite échelle grâce à ces réseaux qui ont été mis en place. Et en fait, les 3C, ils nous demandent, de ce que je comprends, ça va être un peu plus large, mais finalement, c'est de presque de généraliser les réseaux de cancer du sein pour toutes les activités de la cancéro, et d'en tirer les bénéfices pour l'ensemble des activités de la cancéro. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Et je te remercie, Luc. Moi, je vais donner rapidement mon éclairage du point de vue de l'autre côté, du soignant. Moi, ce que j'ai vu, sincèrement, hein, ce que j'ai vu dans cette aventure qui a démarré quasiment en même temps que Grenoble, puisqu'on a commencé à y penser pendant le Covid, on a rencontré Sylvie et Sophie au tout début 2020, on a travaillé dessus tout 2020 en distanciel et on a démarré en 2021. Donc, on est maintenant à 4 ans d'exercice. On vient de clore cette quatrième année. Moi, ce que je vois d'essentiel, c'est ce que Luc vient de dire, c'est qu'à un moment, on sort de ce concept de la défiance. C'est-à-dire qu'on est structurellement souché. Je ne sais pas comment le pensent mes collègues, mais quand on s'est installé, on était structurellement souché sur une espèce de défiance avec nos autorités organisationnelles, en l'occurrence nos établissements. Sous-entendu, on ne partageait pas le même bateau. Or, s'il y a bien un truc qu'on fait de facto, c'est de partager le même bateau. Ça, c'est une évidence. Et se mettre dans la peau, finalement, de se réapproprier les parcours de soins. Parce que qu'est-ce que font nos instituts? Elles nous intiment l'ordre par le bénéfice rendu aux gens que de reprendre en charge les parcours de soins que l'on avait, comme vient de le dire Luc, très justement, progressivement délégués, sous-entendu, c'est pas notre affaire. Nous, on traite la maladie, mais l'organisation du parcours, c'est pas notre problème. Ben ça, je suis désolé, mais si on aura pu avancer cet argument-là auprès de tous nos confrères dans d'autres spécialités, de dire que cette vision de la médecine est une vision qui est obsolète, qui est complètement obsolète, les soignants ne peuvent plus abandonner
l'organisation de leur parcours. C'est pas possible. Il faut au contraire qu'on se les réapproprie. Et quelque part, c'est aussi, je suis un petit peu provocateur exprès, mais ça, vous avez l'habitude. C'est aussi quelque part la source de quelques-uns de nos problèmes avec nos autorités de tutelle, avec les ARS. C'est que quelque part, ils nous disent, peut-être à raison, euh, reprenez les rênes. Et nous, on leur dit, bah, on veut bien, mais on ne sait pas comment. Et peut-être que ces instituts du sein sont des marchepieds, en tout cas comme ça que je les vois, pour repenser le soin différemment. Et clairement, c'est à nous, sous-entendu nous, notre génération, ceux qui ont déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans d'exercice derrière eux, de porter ces projets, parce que quand on vient de s'installer, quand on démarre, bah, on n'est peut-être pas occupé par ces problématiques-là, et c'est à nous de faire ce pont-là pour les générations qui nous vont suivre, en tout cas, qui vont nous suivre. En tout cas, j'y crois beaucoup. Je reviens 3 secondes sur les 3C. Alors, tout le monde n'aura pas à la charge de prendre en charge les 3C. Il se trouve quand même que les 3C, pour un territoire comme La Réunion, il va y avoir, comme vous le savez, peut-être pour ceux qui ont ouvert cette recommandation de l'INCa, qui date maintenant d'1 an, bah, les 3C vont passer d'une structure un peu nébuleuse comme ça à quelque chose porté par des établissements. C'est ça la grande révolution des 3C, c'est que maintenant, c'est des établissements qui vont être éligibles à l'organisation territoriale de la filière de la cancérologie. Waouh! Mais les établissements que vous alliez voir, même des CHU ou des grosses cliniques, putain, il faut quand même carrément monter d'un step, il faut monter d'un cran. Parce que à toutes les lignes du rapport, je l'ai épluché, à toutes les lignes, il est question de qualité. Ben, je crois que ça va demander quand même pour ceux qui sont déjà bien armés, ça va quand même demander un gros travail collectif. Et je pense que des sociétés telles MovingMed ou d'autres qui assurent des promotions de projets en santé auront vraiment du travail à ce sujet parce que les soignants pourront pas les faire seuls, les établissements peut-être pourront, mais auront besoin d'aide. Et je pense que c'est un vrai travail qui va nous occuper tous. Et puis enfin, pour terminer, bien sûr que c'est précurseur. Mais comme de la même façon qu'on est précurseur sur plein d'autres points, la coordinatrice, les patients partenaires, bah bien sûr qu'on est précurseur sur la coordination des parcours complexes. Mais les parcours complexes demain, c'est quoi? Le parcours complexe, c'est l'endométriose. Je parle de la gynéco parce que c'est ce que je connais le mieux, mais c'est vrai pour la bariatrique, c'est vrai pour le diabète, c'est vrai, pourquoi pas pour les maternités. D'envisager aujourd'hui un parcours de grossesse sans avoir une réflexion diététique, sans avoir une réflexion autour d'une activité physique adaptée, etc., etc. Pour moi, c'est de faire, enfin, ça fait bien longtemps que je fais plus d'obstétrique, mais c'est de faire de l'obstétrique il y a deux siècles. L'obstétrique de demain, elle devra intégrer tous ces points-là et donc quelque part faire de la coordination. Donc pour tout ça, bah moi j'ai l'impression que en fait on passe d'un modèle de défiance à un modèle de synergie et de partenariat. Et moi je suis absolument ravi de vous avoir les uns et les autres autour de ce webinaire euh, qui est enregistré. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de le diffuser à tous les petits nouveaux entre guillemets, à tous ceux qui ont des velléités pour nous rejoindre. Et voilà. Et je veux bien maintenant faire circuler les questions, la parole pour ceux qui souhaitent la prendre. Moi, j'avais une question pour Grenoble sur Est-ce que l'équilibre. vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? C'était Madame Brochier-Montbrun pour Ouais, Grenoble, pardon, pour excusez-moi. Grenoble. Moi, c'est Voilà. Hortense à Bordeaux pour Grenoble. Je Ah, voulais pardon, Hortense pour Oui. Grenoble. Ok. Je te Je voyais pas, excuse-moi. connaître comment, quand vous avez monté cette HDJ, vous avez parlé d'un 200 et quelques patientes pour arriver à un équilibre financier, mais comment vous avez pu est-ce que vous avez pu le projeter, à savoir par avance quel était le nombre de patients nécessaires et suffisant, ou c'est venu finalement, vous êtes lancé? Parce que nous, on a cette problématique-là où on tourne autour du pot sur l'HDJ soins de support en onco. Et on est toujours avec notre direction à savoir est-ce qu'on va s'en sortir ou pas financièrement, quoi. Alors, moi, je suis sur la clinique que depuis 2023, donc j'ai un recul sur 2023, mais par exemple, l'HDJ Oncobel qui a débuté, docteur Desmond, vous me dites si je ne dis pas d'erreur, en février 2023, je crois, au moment où j'arrivais. Sur l'année 2023, il y a eu 144 patients qui ont été pris en charge, donc l'équilibre, il n'y était pas. Mais c'est pas ce qui a été, en tout cas, moi, j'étais pas à l'initiative j'étais pas encore sur la clinique quand ça s'est mis en place. Mais en tout cas, ça n'a pas été la première recherche.
Ça a été d'abord la mise en place. Il y a eu le centre de l'endométriose qui s'est d'abord monté. Donc, du coup, on a eu de la surface. Donc, de ce centre de l'endométriose, c'est là où on fait de l'HDJ. C'est le même lieu où on a commencé à créer des HDJ. Donc, voilà, il y a l'HDJ Oncobel qui s'est mis. On a d'autres HDJ sur la clinique. Donc, on a un gros plateau où on fait beaucoup d'HDJ. On fait à tout cœur. Enfin, on fait de la cardio, on fait du nodule pulmonaire, on fait de l'endométriose, oncobel, on fait du diabète gestationnel. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on a développées. Mais ça ne s'est pas fait dans un premier temps avec notre première vertu de dire quelle va être, à quel moment on va être bénéficiaire, ou en tout cas où on va trouver ce point d'équilibre. Ça s'est fait au début, j'ai regardé un peu les chiffres que je retrouvais, on n'était pas à l'équilibre. On était à moins, exactement, la clinique, on était à moins 35 000 euros par rapport à par rapport à notre masse salariale engagée dans l'HDJ, dans les HDJ. On était, mais c'est un peu un challenge, c'est pour les patients. Et puis après, il y a de plus en plus de médecins qui se mettent à vouloir faire de l'HDJ, donc qui sont adresseurs. Et donc, l'équilibre, on l'a trouvé là en 2024, en tout cas pour Oncobel. Mais ça n'a pas été notre première version. Non, hein, c'était 300 € de moins à payer. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais, ça fait plaisir, hein, si ça Je crois que c'est Michael qui a son Peut-être une autre piste pour compléter la réponse. Nous, de notre côté de la clinique Sainte-Clotilde, on a également mis en place des HDJ, mais on ne s'est pas fermé la possibilité d'utiliser des intervenants libéraux, ce qui permet de réduire les risques, je dirais, un peu en termes par rapport à du salariat. Et les libéraux, si vous arrivez à trouver des libéraux un peu flexibles, vous arrivez à les payer Et aux vous patients pris en charge. Vous Et refacturez donc, du coup, au libéral sa prestation, quoi, en fait. c'est ça. Alors, en fait, on fixe un forfait, nous, parce que c'est souvent des métiers qui ne donnent pas lieu à facturation en libéral, hein, comme les diététiciennes ou les psychologues, etc. Donc, on fixe nous-mêmes le montant, on se met d'accord avec le libéral en question. Par contre, on lui dit, vous serez payé en fonction du nombre de patients que vous allez voir. Donc, si Ouais. l'HDJ n'est pas rempli, il est moins payé. Alors ensuite, il faut quand même garantir un minimum, sinon au bout d'un certain temps, il dit Ouais. vous me déplacez à chaque fois pour un patient, ça ne m'intéresse pas. Et ça, on a le droit de faire ça, sans que ça soit des honoraires de consultation diététique ou psychologue. On peut dire, on vous paye au forfait pour la demi-journée, plus ou moins temps, en fonction du nombre de patients. Ça, c'est... Je crois, oui. C'est un accord de toute façon, avec Il n'y a pas besoin, voilà, oui, non, c'est pas quelque chose qui est réglementé, soumis à réglementation ou chose comme ça. On peut le faire du moment que les deux parties sont d'accord, Parce qu'après, j'ai actuel, quoi. Moi, j'ai une question sur les HDJ. J'ai une question sur. Je crois que c'est Michael qui a Ouais, c'est laissé Mickaël qui son a son micro iPhone ouvert. allumé. Michael, ferme ton iPhone. Je crois qu'il l'a dans Mais il sa va poche. obéir, oui. Je crois qu'il ne nous entend pas. Je me demande si Non, il s'en fout. Est-ce que quelqu'un peut avoir l'obligeance de faire fermer le micro? Julie, tu dois pouvoir le faire, fermer le micro de Michael. ça y est, je pense. Regarde. J'essaye, c'est ce que j'essaye de faire en fait depuis tout à l'heure. Fais-lui boucler sa bouche à celui-là. Attends que je le chope à Bordeaux. Euh, oui, une question sur les HDJ. Alors, bon, bien évidemment, tout le monde a vu dans l'HDJ un petit peu au début, un peu la solution à tous nos problèmes. Finalement, on s'est dit, oh, mais c'est génial. On a enfin trouvé le modèle économique pour arriver à faire avancer nos projets. Moi, j'ai quand même une question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous n'avez pas l'impression qu'il y a un seuil critique pour les HDJ? C'est-à-dire, est-ce que trop d'HDJ tue pas les HDJ? Parce que nous, effectivement, alors il y en a qui sont pertinentes, hein. Je pense que l'HDJ autour de la mise en place d'une chimiothérapie ou à l'initiation des traitements complexes, c'est une HDJ importante. Une HDJ qui vient clore le parcours, comme l'a évoqué tout à l'heure, je crois, Eric, de mémoire, mais je suis pas sûr. Les HDJ de clôture de parcours, ça me paraît extrêmement important parce qu'effectivement, il y aura c'est quelque chose qu'on va développer à Saint-Cloud, parce qu'il va y avoir quelque chose autour du retour à la vie et autour de la poursuite de la prise en charge des fragilités, etc., surtout sur un territoire comme la Réunion où il y a beaucoup de vulnérabilité. Ça me paraît absolument essentiel. Mais c'est vrai que les HDJ,
Bah, il faudrait pas que ça devienne, entre guillemets, la poule aux œufs d'or, parce que d'abord, ça va pas l'être longtemps. Mm. Et puis surtout, après, des fois, ça alourdit un petit peu le parcours. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des seuils critiques pour ceux qui en font? A contrario, ce que dit Madame Brochier-Montbrun, c'est que le fait d'avoir plusieurs ADJ, ça permet de mutualiser les soins de support et pour un Oui, établissement de pouvoir pas se retrouver sous l'eau financièrement. Parce oui, qu'en fait, c'est ça, oui, quand tu c'est lances juste. au départ une activité d'HDJ, ce qu'on comprend, c'est que tu n'es pas tout de suite à l'équilibre. Donc, si tu en as plusieurs avec des soins de support qui sont là, tu peux les mutualiser et puis moins te mettre Oui, dans il le... y a un partage de coûts. C'est Donc, ça. c'est ce qui est intéressant. Alors après, c'est notre structure, hein. Nous, on est structuré comme ça à la clinique. Mais après, par rapport à est-ce que trop d'HDJ tue les HDJ, je suis d'accord. Je pense qu'il ne faut pas faire des HDJ pour tout. Et pour et après, enfin, Et nous, en tout cas, à la clinique, c'est essentiellement des orientations cancéro ou de l'endométriose, enfin, un peu des pathologies un peu chroniques, le diabète gestationnel, enfin, il y a du diabète, hein. Mais effectivement, je pense qu'il faudrait pas, et puis je pense que ça serait effectivement, à un moment donné, faire du tort aux HDJ si, il y en avait pour tout. il faut pas se dire que c'est la solution à tout. Pas la solution. Il faut pas que ça remplace et que le médecin ou quelqu'un d'intervenant se dise, ce sera fait par l'HDJ, ça me fait ça de moins à faire. Pas du tout. Mais par contre, moi, au départ, j'étais vraiment un peu contre l'HDJ systématique dans les cancers du sein, parce que je me disais, cette patiente n'en a pas besoin, elle a un parcours qui est simple, mais en fait, quand même, le retour que j'ai de la part des infirmières qui prennent en charge les patientes, et les patientes elles-mêmes, après, me disent, mon parcours a été simplifié, j'avais moins d'interrogations et j'avais moins d'angoisse pour le jour de l'intervention. Donc, voilà, il faut pas se dire, on va faire des HDJ dans tout, parce que surtout, c'est pas la bonne solution, mais en cancérologie, je pense que ça a une large place. Oui, je suis d'accord. Je me permets de prendre la parole, Sonia, pour Limoges. Je remercie Monsieur Galliègue, notre directeur, d'être connecté. À Limoges, on a en effet l'expérience, comme vous, d'un HDJ autour de la chirurgie, qui a lieu sur la clinique chirurgicale, qui fonctionne très bien, du retour des patientes que j'ai. Et on a essayé de mettre en place aussi un HDJ, soins de support onco, en fin de parcours. Donc, comme tu le dis très bien, euh, nous, cancérologues, on n'a pas tellement vu les patients qui pouvaient intégrer ce parcours. D'ailleurs, il a eu du mal à démarrer. Je crois que maintenant, c'est un petit peu mieux. On est un peu plus systématique. Nous, on le proposait tout patient, sein, prostate. Alors, bon, on se disait, bon, le patient irradié sur la prostate, quel besoin a-t-il de voir la nutritionniste, la psychologue? Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup de patients en bénéficient. Il y a des fragilités, toujours pareil, l'assistante sociale, la diététicienne, des choses qu'on ne voit pas nous en consultation qui sont dépistées là-bas. Et concernant le retour que j'ai post-cancer du sein, euh, je trouve que c'est sur le moment d'écoute en fait de l'HDJ qui précède ma consultation de fin de traitement de radiothérapie me fait gagner du temps sur la prescription de l'hormonothérapie notamment, qui prend quand même un petit peu de temps avec les patientes, parce qu'elles sont écoutées, rassurées, elles ont vu la kiné. Ce moment, c'est un moment, je pense, de confort pour la patiente, d'écoute et de confort, qu'on n'apporte pas forcément avant au niveau médical. Lors de, lors de l'installation de la consultation d'annonce, on avait eu une réunion où il avait été dit que la consultation d'annonce du plan cancer, je crois que c'était dans le premier où ça avait été beaucoup abordé, est très importante, mais il faudrait mettre en miroir une consultation, pas d'annonce, mais de fin de traitement, et qui n'est pas une consultation médicale, en fait, qui est un accompagnement. Et je pense que l'HDJ peut faire ça, c'est bien la place de l'HDJ. Tout à fait, ouais. Alors, ça me va très bien ce que vous dites. Quelqu'un, Eric voulait prendre la parole, c'est ça, non? Non, c'est juste pour dire que ça rebondit sur ce que Vas-y. je disais avant, sur l'implication des autres professionnels de santé sur l'organisation des réseaux. C'est-à-dire que quand toi, tu organises un réseau de soins qui se met à fonctionner, les autres te disent, ouais, nous aussi, pourquoi il n'y en a que pour le sein? Bah, je leur dis, c'est pas très compliqué, venez avec moi, on va faire le réseau prostate, le réseau côlon. Ah, mais c'est pas le temps, j'ai du travail. Et on retrouve la même chose sur les HDJ, c'est-à-dire qu'on a monté les HDJ en pré-chirurgical, tu as trois quarts des chirurgiens qui ça sert à rien, et puis finalement, comme tous les patients qui passent, ça se passe mieux derrière, les chirurgiens vont adopter. Et en oncologie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au début, moi, je mets toutes mes patientes en HDJ.
parce que j'y crois, parce que j'ai travaillé beaucoup avec les personnes qui font la HDJ, et du coup, les autres te disent, bon, ça sert à rien, moi j'ai tout expliqué à mon patient. Et en fait, ils s'aperçoivent que finalement, dans le parcours de soins, on a apporté beaucoup plus que uniquement la consultation médicale, et du coup, ils envoient leurs patients, et du coup, ça fait boule de neige. Et c'est pour ça que ça marche bien. C'est pas parce qu'on veut faire du volume, c'est parce qu'en fait, le modèle, il est pertinent, et du coup, cette pertinence fait que les gens adhèrent. Les patients qui ont le retour, ils te disent, on a un parcours fluide grâce à Diane, on a un parcours fluide grâce aux HDJ. Et même quand on fait des HDJ pré-chirurgicales et que les patientes, moi je les vois en chimio, je leur dis, on va faire une évaluation des fragilités. Alors, moi, j'ai déjà vu la psychologue. Oui, mais c'est pas le même moment, on n'a pas le même vécu, on a été opéré, on va faire des rayons, on va faire de la chimio. Et du coup, on s'aperçoit qu'à posteriori, les patients, ils sont satisfaits d'avoir eu cet accompagnement. Donc, du coup, je pense que globalement, euh, toi, dans l'institut que vous faites sur Grenoble, moi, la case qui manque, c'est la coordinatrice de parcours qui n'est pas présente. Je ne sais pas si elle est présente ou pas en pratique, mais Et elle est présente sur l'HDJ pré-chirurgicale et du coup, elle va suivre tout le parcours et c'est vraiment, ça donne une espèce de fluidité du parcours, de coordination et de communication. Et les patientes, elles sont rassurées tout au long, quoi. Notre assistante de parcours, elle intervient lors de l'HDJ. Oui. Elle sait quelles patientes vont être présentes en HDJ et elle passe les voir, elle prend un moment avec toutes les patientes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a souvent la première consultation avec l'assistante de l'Institut. Mm. Non, non, Sophie, elle suit même les patientes quand elle les ont vues elle les a vues en HDJ, quand ils sont opérés, elle va même les voir en chambre si elles sont hospitalisées. Donc il y a un vrai suivi, il y a une vraie coordination. Mm. En complément des HDJ, et pour rebondir sur ce que disait Sonia sur le traitement d'hormonothérapie, nous, on a l'ETP. Et l'ETP, c'est pas mal aussi pour accompagner les patientes. Alors, c'est pas au moment de la chirurgie, c'est souvent après. Mais voilà, nous, on a développé l'éducation thérapeutique. Et pour l'hormonothérapie, en tout cas, c'est une bonne aide. Voilà. il y a Sophie Gendreau pour Movimed qui voulait prendre la parole depuis tout à l'heure, qui est très patiente. Merci Sophie. Ouais, je voulais vous faire partager un témoignage puisque nous, on a une vision du fonctionnement des 23 instituts et de ce qui se passe entre ceux qui sont à l'initiative de ces instituts et puis les directions d'établissement. Juste du coup, un dézoom, on ne voulait pas parler d'un institut en particulier, mais ce qu'on a vu quasiment dans 100% des cas dans les montages d'instituts, c'est qu'effectivement, la direction d'établissement a toujours été présente, en tout cas sur le financement au démarrage, notamment le financement au montage et aux premiers mois, premières années de fonctionnement de l'ensemble des instituts. Mais ce qu'on a vu dans, je pense, un peu plus de 50% des instituts, c'est que finalement, ce financement existe, ce soutien de l'établissement existe, mais souvent, comme tu disais, Gilles, tout à l'heure, chacun était dans son bateau, l'institut dans son petit bateau, l'établissement dans son grand bateau. Et on a voilà, vu des instituts qui étaient dans les établissements, certes, mais un peu tout seuls dans leur bateau à faire fonctionner leur parcours, leur association, alors toujours avec du financement de l'établissement régulièrement, tous les ans notamment, mais que ce lien finalement entre l'établissement, la direction de l'établissement ou les services de l'établissement et les instituts, il n'était pas toujours facile à mettre en place, alors que on l'a vu avec les exemples que vous avez cités là, qui a tout à gagner en fait pour l'établissement et pour les instituts à faire en sorte qu'il y ait des synergies. Et donc, on a vu quelques exemples avec vous ce soir. Donc, j'espère que ce webinaire, en fait, il va être largement diffusé pour ceux qui sont un peu sceptiques côté institut et côté direction d'établissement pour montrer que des synergies existent et que tout le monde a tout à y gagner. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et je pense que c'est une réalité. On a quelques chiffres pour le coup pour illustrer ça. C'est qu'on n'a pas parlé de file active. Et donc, on a quand même la visibilité sur certains instituts qui ont permis de faire augmenter clairement la file active et la prise, enfin, le nombre de prises en charge de cancer du sein
dans les établissements. Et ça, on a une illustration qui est assez claire avec l'ISCM à La Rochelle, qui a vraiment suivi cette progression de la file active. Je ne sais pas si Julie, tu peux repartager ce schéma. Et donc ça, c'est un sujet aussi qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais je pense que c'est quand même un point hyper intéressant pour les établissements de voir aussi l'évolution de cette file active. On y arrive. Donc Loïc de Pongeville, le président de l'ISCM, avait fait un petit exercice de tracer l'évolution de sa file active au cours des années. Donc l'ISCM a été créé en 2016. 2016, donc ce schéma représente en fait la prise en charge de patientes atteintes de cancer du sein sur La Rochelle et alentour, avec les différents établissements qui prennent en charge des patientes atteintes de cancer du sein. On voit clairement qu'à partir du moment où l'ISM a été créé dans le cadre de la clinique, rappelez-moi son nom, je ne sais plus, on voit clairement une augmentation de la file active et des patientes qui rejoignent cette clinique pour cette prise en charge. Et puis, je voulais vous parler d'un autre exemple aussi de synergie qui est un peu plus récent, qui est celui de Bastia, où clairement, on a commencé avec un institut sur l'hôpital de Bastia, et qui aujourd'hui est en train de s'ouvrir et de se transformer en institut de la femme. Donc là, on est sur des ouvertures qui sont aussi hyper intéressantes, avec un établissement qui a compris que le système de l'Institut du sein était vraiment bénéfique et s'ouvre aujourd'hui à différentes pathologies de la femme pour faire bénéficier à toutes ces patientes d'un accompagnement équivalent. Donc, j'espère avec tous les exemples dont on a parlé ce soir, il va y avoir des prises de conscience au niveau des directions et des instituts aussi, pour qu'il y ait plus de projets communs, plus de synergie, et qu'on arrive à montrer que ça fait du bien à tous, quoi. Voilà. Alors moi, je suis extrêmement confiant, Sophie, tu vois, je vais te dire, mais je suis extrêmement confiant. Alors, il se trouve que c'est toujours pareil. Ceux qui sont présents autour de ce webinaire, c'est ceux qui sont déjà convaincus. Exactement. Donc ça, c'est pas ceux-là qu'on va convaincre. Mm. Par contre, je suis extrêmement confiant sur un point, c'est qu'en fait, l'évolution, je suis désolé, hein, mais elle viendra pas des acteurs. Je suis désolé, j'y crois pas. Par contre, l'évolution, elle va venir de la demande des patients. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, nous, en l'occurrence, sur un territoire comme La Réunion, c'est que des dames qui ont été prises en charge dans le sud de l'île, c'est-à-dire, autant te dire, c'est l'équivalent de Paris et Montpellier. C'est-à-dire que c'est très loin, alors que c'est 80 bornes, mais c'est très loin. Des patientes qui ont été prises en charge dans le sud de l'île viennent nous voir en disant, mais pourquoi moi, j'ai pas la même prise en charge que vous? Et donc, demande à adhérer, demande à intégrer notre parcours. Alors, bien sûr, pas avec le même degré de coordination. Pourquoi? Et ça soulève un petit point qu'on va aborder juste peut-être avant de conclure. C'est l'accès, c'est le mélange entre les coordinatrices et les outils métiers. Pourquoi c'est important? Ces coordinatrices, c'est pas seulement des pions supplémentaires. C'est pas seulement des gens dont on a parlé tout à l'heure, des gens qui font un travail que nous, on n'a pas envie de faire, nous, entre guillemets, médecins. Bien sûr que les coordinatrices sont venues remplir des manques, elles sont venues remplir des vides au début. Bien sûr que ces instituts sont venus remplir des vides organisationnels. Mais elles sont pas là que pour faire, entre guillemets, bonne figure. Elles sont là pour intégrer les parcours coordonnés. Et pour ça, elles ont besoin d'outils. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'elles ont besoin d'avoir l'accès à nos données de santé. On en parlait tout à l'heure en préambule avec Hortense. Quelle est la place du respect, du secret médical? Tout ça, on peut l'écrire sur des contrats. Tout ça, c'est assez facilement contournable d'un point de vue juridique. C'est le même type de délégation de responsabilité qu'on donne à nos secrétaires médicaux. Pareil. Donc, c'est pas très compliqué, mais ça demande un petit travail. L'idée derrière, c'est que nos coordinatrices puissent avoir accès à nos données de santé parce que c'est comme ça qu'elles vont pouvoir avoir un, meilleur accompagnement. Quand d'autres patientes viennent voir pour intégrer notre parcours, nous, on leur dit oui, venez. Simplement, comme on n'a pas accès à vos données de santé, parce que vous venez du CHU Sud, par exemple,
et qu'on n'a pas l'accès à leur logiciel métier, bah, faut pas rêver, il n'y aura pas tout à fait le même niveau de prestation. Mais ça ne veut pas dire qu'on leur ferme la porte. Ça ne veut pas dire qu'on leur parle pas. Ça ne veut pas dire qu'on les accueille pas. Simplement, le niveau de coordination n'est pas le même. Donc, à l'attention de tous les directeurs et de tous les administratifs ici présents, je vous encourage à libérer l'accès à ces données. Je crois que c'est déjà le fait dans la plupart des gens autour de cette table, mais à communiquer aussi aux autres, c'est de libérer, c'est parce que nos coordinatrices sont en demande de ça, et c'est le vrai frein à leur développement. Ouais, et moi Voilà. je peux rajouter dans la même idée où effectivement bah, ça passe par l'autorisation de la direction pour le coup d'ouvrir les logiciels, d'ouvrir l'accès à de la donnée pour faciliter cette prise en charge de patientes par les instituts. Dans la même idée, je pense que les directions, elles ont un rôle aussi hyper important pour intégrer l'institut dans l'établissement et notamment créer ce lien entre les services, les HDJ, les services d'onco, les services de radiothérapie et l'institut. Il y a un truc de communication à mettre en place où on a vu souvent les instituts se battre tout seuls pour aller faire de la communication, aller essayer d'entrer dans les services pour communiquer, dire ce qu'ils faisaient pas. Et effectivement, il y a eu ce sujet à un moment donné bah oui, mais ok, c'est super pour les femmes qui ont un cancer du sein, mais les autres, on leur propose quoi? Et ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et souvent, on a eu des services qui étaient un peu récalcitrants à parler de l'institut, à parler des services de l'institut avec voilà, ces instituts qui devaient communiquer eux-mêmes. Et je pense que si la direction peut aussi faciliter ça et faciliter cette communication auprès des services en disant, voilà, on a un truc super dans l'établissement, c'est un institut qui il se monte sur le cancer du sein et que la direction organise ces liens-là avec les services, ça facilitera vraiment plein de choses. Ouais. Et Madame Marguerite qui demande la parole, si je puis me permettre. Oui, bonjour. Je crois pour la clinique Clémenville. C'est ça, Claire Marguerite, je suis la directrice de la clinique Clémenville. Moi, je voulais faire 2 observations. Déjà, je suis complètement d'accord avec Sophie sur la question de la file active. Et je pense que le MIS a un vrai rôle à Clémenville sur l'attractivité et pour les patientes et pour les professionnels de santé. Et que on est, nous, une clinique MCO, donc on a un peu tout, de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, on a une maternité, etc. C'est pas toujours facile de nous donner de la visibilité, surtout face à la maternité, au cancer. Or, le MIS, justement, donne de la visibilité à la question du cancer du sein. Et face au CLCC, par exemple, on ne peut pas du tout adopter le même type de communication, mais justement, le CLCC de Montpellier, mais justement, le MIS nous permet de communiquer sur le cancer et de mettre en avant qu'on a cette spécialité, qu'elle est extrêmement importante au sein de l'établissement. Et cette question de la visibilité pour les instituts du sein, je pense qu'elle est fondamentale. Et la deuxième observation, c'est que nous, côté parcours, on sait très bien faire tout ce qui est à l'intérieur de l'hôpital, mais on est hospitalo-centré, on le restera toujours, je pense, parce qu'on a fort à faire déjà dans nos propres établissements. Et ce que vous faites beaucoup mieux que nous, c'est la question du parcours hors les murs. C'est-à-dire que la coordination du parcours, le fait de connaître les patientes, de s'intéresser à son kiné libéral, à son infirmière libérale, à ce qui se passe chez elle, à ses enfants, à son mari, à son travail, etc. Nous, avec la meilleure volonté du monde, et même si aujourd'hui, effectivement, on nous demande de mettre en place des parcours, je pense qu'on continuera à le faire comme on l'a fait déjà pour l'ambulatoire ou d'autres. C'est-à-dire que on fait l'appel J-1, on fait l'appel J+1, mais au-delà de ça, on est quand même vraiment en difficulté pour faire beaucoup plus. Ça, vous savez le faire. Et je pense que ça, c'est un vrai apport et que des structures légères comme vous peuvent le faire. Nous, c'est beaucoup plus complexe. Et on voit bien, je rejoins complètement la clinique de la Réunion, quand nous, on veut mettre en place des parcours qui lient la ville et l'hôpital, on crée des monstres, on s'épuise et c'est très compliqué. Alors que vous avez su le faire avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, donc je voulais juste faire ces 2 observations en complément des apports qui ont été identifiés. Et un complément de réponse peut-être, je ne sais pas si c'est une réponse, mais une observation de la clinique sur la question des HDJ. Nous, on ne fait pas d'HDJ sur le sein, mais on fait de l'HDJ dans d'autres domaines.
notamment en rhumato, en médecine interne et en hémato. Et les HDJ, évidemment, doivent s'intégrer dans un projet médical. Ça tombe sous le sens, sinon ils sont factices. Au-delà de ça, ce qui est pour moi le critère fondamental d'une HDJ, c'est quand un patient a besoin de venir 4 fois à la clinique pour faire son parcours, mais qu'au contraire, on lui permet de venir une fois pour tout faire en une demi-journée, il est très content. Voilà. Et c'est le critère, nous, qui nous permet de retenir nos HDJ. Évident. Je prends l'exemple de l'ostéoporose où c'est tout à fait évident. Au lieu de venir 4 fois pour voir les 4 professionnels que les dames doivent voir, eh ben, elles viennent une fois et elles sont très contentes. Et je pense que si on reste sur ce critère, on garde des HDJ qui gardent beaucoup de sens. Voilà. C'est QFD, bravo. Ouais, c'est tout à fait ça. Puis je suis vachement heureux de savoir qu'on a été léger à un moment. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. Je vous remercie. Euh... Merci, je le prends pour moi. Bon, je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. C'est important que ça dépasse pas, sauf si quelqu'un a une urgence à exprimer. Eh ben non. Eh ben écoutez, vraiment, je tiens tous et toutes à vous remercier de votre disponibilité, de vos interventions, de votre pertinence. C'était top. J'espère qu'on pourra diffuser ce webinaire à beaucoup. Et je pense quand même que le format est un format intéressant, qu'on essaiera sûrement de décliner autour de l'année prochaine, peut-être sur d'autres thématiques, mais toutes les occasions qui nous sont offertes finalement de parler les uns avec les autres et de décloisonner nos champs d'exercice sont toujours des bonnes occasions. Donc, bah, écoutez, j'ai envie, bien sûr, de les poursuivre. Je tiens à remercier encore Julie Audren pour sa maestria et son organisation et sa disponibilité pour tout. Merci, Julie, pour tout ton travail. Si, t'as tout fait avant. Nous, on arrive, on raconte deux, trois bêtises Vous et avez puis parlé on beaucoup plus fait que le. moi, je vous rassure. Ouais, Nous mais ferons tous passer le lien de replay. Voilà, avec grand merci plaisir. beaucoup pour Merci qu'on à puisse le tous. diffuser dans nos réseaux respectifs. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Merci à Bonne toi. soirée à tous. Merci. Merci. Merci, au À très revoir. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.